Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de venir à la rencontre de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'Académie de Lille, l'INSPE. C'est Julien Alvarez qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour et merci Julien. Bonjour. Et si vous le voulez bien, je vais vous laisser vous présenter ce que vous ferez vraisemblablement mieux que moi. Bien, alors je m'appelle Julien Alvarez, je travaille au sein de l'INSPE, donc ici à Lille, et puis je travaille également pour les universités de Lille et de Valenciennes, ainsi que pour une société qui s'appelle Immersive Factory. Et dans l'ensemble de ces entités, je fais à peu près la même chose, je suis enseignant-chercheur en ludopédagogie. J'ai entendu un mot, et c'est la raison d'être, ou une des raisons d'être de notre visite à l'INSPE, c'est le mot ludopédagogie. On pense tous forcément à quelque chose lorsqu'on en entend parler, mais prenons tout de même, s'il vous plaît, un instant pour définir la ludopédagogie. Oui, la ludopédagogie, c'est tout simplement une méthode qui consiste à utiliser le jeu comme une médiation pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques qui sont visés. Donc c'est-à-dire que par exemple, si on veut enseigner des savoir-faire, des savoir-être, on va essayer d'utiliser le jeu comme étant un moyen en fait d'expérimenter la chose, et ensuite on va essayer de faire mener une réflexion avec les apprenants sur ce qu'on vient de faire dans le cadre du jeu pour faire conscientiser les savoirs qu'on vient d'apprendre. Et quelles sont les utilisations de la ludopédagogie en formation pour adultes ? Alors la ludopédagogie dans la formation pour les adultes va être d'abord tout simplement la formation des futurs formateurs eux-mêmes. Ça c'est la première chose, c'est comprendre ce qu'est le jeu, comprendre comment on peut l'instrumentaliser, comprendre comment on peut le mettre en scène dans le cadre d'un triptyque qui sont 3 temps pédagogiques qui sont introduire l'activité, animer le jeu et ensuite savoir débriefer le jeu. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif. Ça s'apprend. On apprend à instrumentaliser le jeu. Donc ça, c'est la première formation qu'on va faire auprès des adultes. Ensuite, évidemment, on a plein d'usages possibles. Ça peut être dans le domaine des ressources humaines. Ça peut être pour faire du team building. Ça peut être pour apprendre à mieux se connaître soi-même. Savoir manager. On a plein d'applications dans le domaine donc, de l'entreprise. Poursuivons un instant avec des éléments terminologiques. On parle de ludopédagogie, on parle de jeu. Nos auditeurs sont certainement familiers d'autres expressions comme gamification ou serious game. Est-ce la même chose ? Comment les entendre ? Comment les comprendre et les distinguer ? De manière très simple, on a d'abord le jeu sérieux. Donc le jeu sérieux, qu'on appelle aussi le serious game, c'est tout simplement l'idée d'utiliser le jeu pour faire autre chose que simplement se divertir. Donc ça, c'est la base. Alors le serious game est plutôt orienté sur ce qu'on appelle un objet, un artefact, c'est quelque chose de concret, c'est un jeu où on a essayé d'associer des fonctions utilitaires qui peuvent être diffuser un message, permettre la collecte de données ou dispenser des entraînements. Ensuite, la notion de gamification, c'est le concept qui permet tout simplement, dans le processus de design, de concevoir un jeu ou un jouet qu'on va transposer dans autre chose. Par exemple, je veux fabriquer un meuble et je veux que ce meuble ait des attraits qui fassent penser à du jeu ou à du jouet. Et c'est là où on va en fait prendre ces éléments qu'on a dans le processus du game design pour le transposer dans autre chose. Donc ça peut nous donner concrètement, par exemple, des voitures dans lesquelles on a, dans le tableau de bord, des informations du type « j'ai une fleur qui pousse si j'ai une conduite qui est éco-responsable » et au contraire, la fleur va faner si la conduite est un peu agressive. Donc on voit qu'on ne va pas transposer totalement du jeu, mais des éléments qui évoquent le jeu ou qui rentrent dans le processus de fabrication du jeu. Donc le jeu sérieux,
la gamification et maintenant la ludopédagogie. La ludopédagogie, c'est tout simplement l'idée on veut construire une séance pédagogique dans laquelle on va intégrer à une étape donnée, parce que c'est pertinent ou ça nous semble intéressant, du jeu, ou du serious game, ou une approche gamifiée. Donc ça peut être de dire, je vais commencer par un cours magistral, je vais ensuite proposer un exercice sous la forme d'un jeu, qui va suivre avec un débat, et ce débat, je vais par exemple le gamifier. Tout ça peut rentrer dans le cadre de la ludopédagogie. Ici à l'INSPE, vous formez de futurs professeurs, de futurs enseignants. Leur faire intégrer le jeu dans leurs enseignements, c'est dans notre imaginaire un changement de posture, un changement de paradigme. Est-ce vrai ou est-ce vérifiable également si nous pensons à un formateur ? Oui, alors c'est le même changement de posture qu'on retrouve dans tout ce qu'on appelle la pédagogie active au sens large. Dès que vous faites un pas de côté pour dire « je vous donne, vous, élèves ou stagiaires ou apprenants, la possibilité d'être acteur, de toute façon, l'apprenant ou le formateur, il va devoir se mettre en retrait. Il va devoir laisser les apprenants agir, faire, se tromper, recommencer et ensuite superviser ce qui se passe. C'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que la perception de la notion de jeu, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif. Vous mettez plusieurs personnes face à ce que vous pensez être un jeu, vous allez voir que tout le monde ne va pas vous dire forcément c'est un jeu. On a une construction sociale qui s'opère pour dire, on se met d'accord, pour dire par exemple qu'une boîte de Monopoly c'est un jeu de société. Mais ça c'est la convention. Après quand vous jouez, certains vont vous dire ça m'amuse pas, je m'amuse pas avec une boîte de Monopoly, donc pour moi c'est pas un jeu. Donc cette perception subjective du jeu nous amène à une réflexion qui est très simple, c'est de dire que on propose des activités qu'on pense être du jeu en tant que formateur, dans le cadre de la ludopédagogie, mais c'est pas pour autant que tout le monde va percevoir ça comme étant du jeu. Donc, on peut dire que quelque part c'est une forme de pédagogie active qu'on essaye de rendre ludique, mais la perception de cette dimension ludique n'est pas forcément perçue par tous. Donc c'est là qu'on voit que finalement, ce qui peut être une activité, on va dire, pédagogie par problème, apprentissage par problème, tout ça, ça peut être vu comme étant aussi du jeu quelque part. Et quand on regarde la structure d'une approche pédagogique active, avec de la ludopédagogie, on se rend compte qu'on est exactement sur les mêmes architectures. On a évoqué les vertus de la ludopédagogie, on a évoqué les changements de posture, on a évoqué les conditions de réussite de l'adoption de la ludopédagogie pour l'enseignement et pour la formation. Si nous tentons un petit bilan, quels sont les principaux facteurs de réussite d'un projet de ludification ? Ce qui est très important, c'est que déjà ce soit une approche authentique. C'est-à-dire que la personne qui va faire cette séance ludopédagogique y croit, que ça lui plaise, que ce soit une forme de passion même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde les critères de Roland Viau qui permettent de susciter l'engagement des apprenants, leur motivation, on se rend compte qu'il y a l'effet prof, entre guillemets, ou l'effet formateur. Donc si le formateur est emprunté, c'est-à-dire qu'on lui a dit, bon ben voilà, tu vas faire de la ludopédagogie, et qu'il n'est pas vraiment convaincu par la chose, ben ça ne marchera pas. Les apprenants détectent très vite qu'il y a un problème. Donc il faut que ce soit une passion, déjà, ça c'est important. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est le jeu qu'on va choisir, il faut que lui aussi soit en phase avec ce qu'on est. Si on est un expert du jeu vidéo et qu'on aime certains types de jeux vidéo, il faut qu'on reste dans le registre des jeux vidéo qu'on aime bien. Ça a deux avantages. Un, on maîtrise le sujet. Et deux, on va pouvoir plus facilement détecter le potentiel pédagogique issu de ces jeux-là. Si vous allez chercher un jeu que vous ne maîtrisez pas, vous vous mettez en danger. Et surtout si vous ne l'aimez pas. Moi, par exemple, je déteste les puzzles. Donc, je ne ferai jamais de ludopédagogie avec des puzzles. Je vais oser une question. Peut-on dire de la ludopédagogie qu'il s'agit d'un organisme vivant ou bien n'est-ce qu'une simple recette qu'il suffit d'appliquer ? Alors, la question, c'est que la ludopédagogie existe probablement depuis la nuit des temps, en fait. C'est-à-dire que ce qui est nouveau aujourd'hui dans notre société, c'est que on a l'introduction du jeu vidéo, du jeu numérique, etc., qui rentrent dans l'équation.
mais qui permettent de donner un éclairage nouveau sur des choses qu'on connaissait ou qu'on pratiquait. On trouve des jeux de loi, par exemple, qui datent du XVIIe siècle et qui déjà avaient été convertis pour apprendre, par exemple, des règles militaires. Donc il y a quelque chose qui est là, de l'ordre d'un héritage ancestral. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'inscrire le jeu dans quelque chose qui est un peu plus formel, c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre des objectifs précis. On n'est pas dans ce qu'on appelle des apprentissages d'ordre informel. L'informel, c'est l'idée d'apprendre de manière fortuite quelque chose. Vous jouez une partie de Scrabble et au détour d'un mot que vous avez posé sur le Scrabble, vous avez appris un nouveau mot. Mais ça, c'est pas l'objectif. Nous, c'est vraiment, on ressort avec un contrat didactique qui est de dire on a appris telle chose, tel que c'était prévu dans notre scénario pédagogique ou ludopédagogique. Donc c'est là où se trouve la difficulté, c'est d'arriver à réduire ce qu'on appelle l'écart interprétatif entre l'apprenant, la partie qu'il vient de jouer, et ce qu'il a compris ou appris à l'issue de cette séance. Et donc là, on a tout un travail qui doit être orchestré par le formateur, qui est capable de gérer le jeu, de faire en sorte que le jeu soit exploité de manière à aller vers les objectifs didactiques qui étaient visés et de réduire cet écart interprétatif. Donc c'est pas une partie de plaisir, on va dire, ça se fait pas forcément toujours facilement. Autre chose aussi, c'est que quand on met en place une partie ludopédagogique, on peut avoir des aléas dans le jeu. On peut avoir par exemple une partie qui se déroule pas comme prévu. On peut avoir des joueurs qui se fâchent. On peut avoir des joueurs qui détériorent le jeu ou qui refusent de prendre part au jeu. Donc là aussi, il faut avoir une capacité en tant que formateur à gérer l'imprévu. Et puis, quand on fait le débriefing, une des questions qu'on doit poser aussi aux apprenants, c'est qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans l'activité que vous venez de vivre? Et ça, c'est aussi un moment qui peut être assez dur parce que ce qu'on pensait mettre en œuvre et qui allait être plaisant peut être vécu comme étant extrêmement difficile pour certains participants, compliqué, mal vécu parce qu'ils ont perdu, ils n'ont pas supporté d'avoir perdu, etc. Et ça peut renvoyer aussi des aspects négatifs. Donc, quand on dit est-ce que la ludopédagogie, ça va être un effet de mode, est-ce que ça va perdurer, est-ce que ça va se développer, ça existe depuis la nuit des temps, donc à mon avis, ça ne disparaîtra pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cycles. Il y a des moments où le jeu est mis en avant et des périodes où le jeu va être plutôt caché. Je crois qu'il y a un effet d'équilibre ou de balancier. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça se développe et puis plus tard, on reviendra en disant « Ah ben non, mais le jeu partout, on en a marre, on veut revenir à d'autres concepts. » Et peut-être qu'on mettra un peu en sommeil le jeu et puis il reviendra plus tard. Si je porte maintenant mon regard du côté de la formation digitale, le Serious Game est présent sur ce secteur depuis de nombreuses années. On l'invoque souvent pour une qualité, celle qui favoriserait l'engagement des apprenants. Qu'est-ce que toutes ces années à recourir au Serious Game nous a appris? Alors, ce qui est intéressant, cette année, 2022, on fête les 20 ans du Serious Game avec l'avènement de America's Army en 2002. C'était le 4 juillet. Ce qui est intéressant aussi cette année, c'est qu'on est 50 ans après Pong, 1972. Donc on fête deux temps forts. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi le Serious Game, il a fallu attendre 2002 ? Pourquoi il n'est pas apparu avec Pong en même temps? Pourquoi finalement le numérique n'a pas embarqué le Serious Game dès le départ? En fait, oui. Quand on regarde The Oregon Trail, qui est un Serious Game qui avait été développé aux États-Unis, ça date de 1971. Enfin, début du projet, et puis 73, ça a été lancé. Donc on est vraiment très près de Pong. Ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. Tout simplement, il faut d'abord s'approprier un objet. Le jeu vidéo, il a fallu qu'on se l'approprie. Il a peut-être fallu un peu plus d'une génération pour qu'on commence à savoir ce qu'est le jeu vidéo, et ensuite qu'on commence à imaginer le potentiel utilitaire qu'on pourrait en faire. 2002, avec America's Army, on s'est rendu compte, c'est un peu le déclenchement de la prise de conscience, ah ben tiens, avec du jeu vidéo, on peut faire autre chose que simplement se divertir. Alors évidemment, dès le départ, quand il y a un produit ou un concept qui se développe, il y a des effets d'aubaine. Il y a des personnes qui se positionnent, qui ne sont pas vraiment au fait, mais qui vont essayer de tirer la couverture à eux. Bon,
C'est du business, ça c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, on commence à avoir du recul maintenant sur les pratiques dans le cadre du serious game. On commence à se dire, il y a des choses pour lesquelles c'est pertinent, des choses pour lesquelles ça l'est un peu moins. Alors je dirais qu'avec le recul, on se dit, le savoir-être et le savoir-faire, c'est bon. On est dans quelque chose de pertinent. Par contre, transmettre du savoir, pur et dur, c'est peut-être pas le bon vecteur. Il y a d'autres approches qui sont peut-être plus adaptées. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que aujourd'hui, on est dans une réflexion où on se dit, mais si on utilise le jeu comme étant un vecteur d'engagement, on passe peut-être à côté de quelque chose d'important. C'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui sont naturellement motivées pour apprendre. C'est ce qu'on appelle avoir une motivation intrinsèque. Et ces personnes-là, on se rend compte que si on les expose à l'utilisation du jeu, ils peuvent peut-être perdre leur motivation intrinsèque et ils vont, entre guillemets, être pervertis en se disant si on ne me met plus le jeu, j'ai plus envie d'apprendre par moi-même. Donc ça serait un contre-effet. Donc là, il faut faire attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu ne doit pas être vu uniquement comme un moyen de motiver. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, le jeu, c'est aussi une perception subjective. C'est-à-dire que quand on joue, certains vont voir du jeu, d'autres non. Ils vont dire non, pour moi, c'est un travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu, il peut nous amener peut-être d'autres aspects qui sont intéressants. C'est nous mettre en situation concrète de faire quelque chose, d'expérimenter des hypothèses et de vérifier si ça marche. Et si le jeu nous dit t'as perdu, c'est que quelque part, on n'a pas fait la bonne hypothèse et il faut revoir la copie. Et puis ensuite, on lève aussi cette appréhension qui est « je me trompe ». C'est-à-dire que je peux recommencer, c'est pas grave. Alors qu'en France, on est beaucoup dans la culture de « je ne dois pas me tromper ». Donc ça veut dire qu'en fait, dans le jeu, peut-être que ça serait une erreur de se focaliser uniquement sur les aspects motivationnels et d'engagement. Mais il faut aller chercher d'autres aspects qui sont peut-être plus profonds, plus intéressants, comme par exemple le droit de se tromper, repenser la manière dont on appréhende peut-être certains concepts, certains apprentissages. Et qu'est-ce qu'on vient chercher aussi? C'est cet aspect de sociabilisation, les interactions sociales, coopérer, collaborer, tout en gardant quand même l'épice qui peut être de se dire « j'aime bien la compétition ». Il ne faut pas le voir comme étant forcément négatif. Et enfin, un dernier point, c'est un jeu, c'est la reproduction d'un modèle. On a reproduit quelque chose. C'est une forme de simulation quelque part aussi. Donc ça veut dire que on peut essayer d'appréhender toute une logique, tout un modèle par le fait de jouer. Donc finalement, quand on voit tous ces aspects-là, on se rend compte que c'est bien pauvre de se réduire finalement au simple fait d'engager quelqu'un en jouant. En tant qu'enseignant ou en tant que formateur, je peux donc espérer produire jusque des simulations. Pour cela, il faut des compétences. Lesquelles? Et j'ajoute une seconde question. Comment aborder la question de l'évaluation? Alors, ce qui est important pour un formateur qui se lance dans la ludopédagogie, par rapport à la gestion d'un groupe d'individus ou d'apprenants, c'est d'abord de savoir qu'il va devoir opérer ce qu'on appelle de la pédagogie différenciée. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même rapport au jeu, on n'a pas tous le même degré de pratique, ou ce qu'on appelle la compétence à jouer. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, quand on engage des apprenants sur un jeu vidéo, c'est tout bête, mais il y a des personnes qui n'ont jamais utilisé une manette de jeu vidéo. Donc, il ne faudrait pas que ça constitue un frein pour permettre d'accéder au savoir, aux connaissances qu'on cherche à dispenser. Donc, évidemment, il y a des prérequis en premier lieu à opérer. C'est de s'assurer que tous les apprenants, déjà, sont à l'aise avec le jeu proposé, qu'ils connaissent bien les règles, qu'ils puissent bien se l'approprier, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer carrément des séances de jeu qui ne sont pas forcément inscrits dans l'idée d'une séance ludopédagogique, mais juste pour permettre d'apprendre à jouer. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on est dans l'activité en elle-même, en fait, le rôle du formateur, il va être de se mettre en retrait pour que le jeu puisse s'opérer. Parce que si on tue le jeu en venant assommer les participants avec des notions théoriques, avec des
partie de cours ou de formation, on tue le jeu. Le jeu, lui, en fait, pour fonctionner, il faut qu'on soit dans un monde qui est celui du jeu. Une fois qu'on a dit ça, qu'on comprend qu'on est dans un rôle d'accompagnateur durant cette phase de jeu, c'est-à-dire faire en sorte que le jeu se déroule le mieux possible, de répondre à toutes les demandes d'incompréhension, ou si on sent qu'il y a des joueurs qui sont bloqués dans des situations. Par exemple, vous êtes dans un escape game où vous voyez qu'un groupe a du mal à résoudre une énigme. Vous allez essayer de les aider. Mais ce n'est pas leur donner la solution. C'est juste les questionner, les amener à réfléchir, les amener à peut-être leur indiquer un peu la voie, mais sans leur donner les réponses, parce que sinon vous tuez le jeu. Donc vous voyez, c'est toujours ça, c'est-à-dire ne pas tuer le jeu. Toujours faire en sorte de préserver le jeu, mais d'accompagner. Y a-t-il d'autres erreurs qu'il ne faut pas commettre ? Après, il y a une autre erreur à ne pas commettre. C'est de vouloir superposer les dimensions jeu et dimensions utilitaires. En fait, on va les apposer. C'est-à-dire qu'on a des temps où on joue et des temps où on rentre dans le cours, où on rentre dans les aspects théoriques. Et donc ça s'opère par le débriefing. C'est le 3e temps pédagogique. C'est-à-dire, on a introduit l'activité, on a joué, et ensuite on parle de ce qui s'est passé durant le jeu. Et pour pouvoir nourrir ce débriefing, il est très important d'avoir observé en tant que formateur ce qui s'est passé durant les activités, de noter les anecdotes, de noter les éléments qui convergent vers les apprentissages que l'on vise. Par exemple, on fait un cours sur du management. Je note qu'à un moment donné, il y a une personne qui n'est pas le manager dans un groupe, mais qui prend le leadership. On dit rien, on laisse faire, mais on le ressortira lors du débriefing pour dire, par exemple, quelle est la différence entre un manager et un leader. Et donc ça permet ensuite d'entamer des dialogues. On va aussi demander aux apprenants d'aller chercher des anecdotes de ce qu'ils ont vécu durant le jeu et à quoi ça les renvoie. Et ainsi, ils opèrent en fait une prise de recul avec l'activité de jeu pour les amener vers les savoirs qu'on essaye de leur inculquer. Et ça, c'est la distanciation. Et enfin, dernier point, c'est la mise en contexte. C'est-à-dire que ce qui a été vécu comme expérience de jeu, c'est un moyen concret de vivre quelque chose. Et donc, ça fait sens. À partir du moment où on dit, mais vous vous souvenez, lorsque dans votre groupe, vous vous êtes disputé pour savoir qui allait prendre la décision, vous aviez un conflit entre un manager et un leader. Mais qui était le légitime ? Le manager ou le leader ? Et donc là, ça peut amener des débats, des discussions. Et donc, ça permet en fait de mobiliser les savoirs sur lesquels on veut leur faire travailler en ayant pris, pour exemple, ce qui s'est passé dans le jeu. Et le jeu en tant que tel, on peut l'évaluer ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une séance ludopédagogique, vous avez plein de dimensions qui interviennent. C'est-à-dire, vous n'avez pas que le formateur et les apprenants. Vous avez le jeu qui intervient, qui amène lui aussi son bruit, c'est-à-dire ses éléments parasites, etc. Ces fameux écarts interprétatifs qu'il va falloir réduire. Et puis vous avez aussi des éléments de contexte. On peut avoir une panne Internet. Si on est sur un jeu numérique, ça peut devenir embêtant. On peut avoir aussi des joueurs qui cassent le jeu. Ils déchirent une carte sans faire exprès parce qu'ils ont voulu se disputer une carte. Et puis vous avez aussi le scénario pédagogique qui, lui, doit être scrupuleusement suivi. Est-ce qu'il est dans l'alignement pédagogique ? Est-ce qu'il s'inscrit bien avec cohérence, avec le jeu proposé, avec le public apprenant qu'on a face à nous, avec l'enseignant qui dispense l'activité ou le formateur ? Et est-ce que les éléments de contexte sont favorables pour que tout se déroule bien ? Donc vous voyez qu'on est en train de jongler toujours avec ces dimensions-là. Et donc de vouloir réduire l'évaluation juste au jeu, ça serait peut-être être trop réducteur au regard de ce que peut avoir comme influence, par exemple, les éléments de contexte ou le savoir-faire du formateur qui peut être en mesure de rattraper les défaillances du jeu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tendance à dire qu'il vaut mieux un mauvais jeu mais un très bon formateur qu'un mauvais formateur et un très bon jeu. Parce que le très bon jeu, il ne fera pas office de rattrapage, il ne sera pas en mesure de rattraper les coups. Par contre, un très bon formateur qui sait anticiper ou qui sait s'adapter en temps réel aux situations pourra pallier aux faiblesses du jeu. Forcément, ma prochaine question est donc toute trouvée. Comment devenir un vrai bon formateur ? Alors, il y a la possibilité de suivre des formations
Et notamment le DU Apprendre par le jeu qu'on dispense ici à l'INSPE de Lille, avec des intervenants comme Romain Deledic par exemple, qui nous propose de savoir comment on fabrique un escape game, comment on gère en tant que maître du jeu, par exemple, une activité ludopédagogique, et il le fait de manière concrète avec, par exemple, un jeu de rôle. Donc la gestion d'un jeu de rôle en tant que maître du jeu, ça s'apprend. Et puis ensuite, on a d'autres aspects théoriques et pratiques que l'on dispense dans le cadre de ce DU, et on essaie de mettre tout ça en lien avec un projet personnel que chaque apprenant va venir porter durant toute cette formation qui dure 120 heures. Et ce DU s'adresse à qui exactement ? Alors il s'adresse à toute personne, on va dire à partir de 20 ans, une fois qu'on a à peu près un niveau Bac plus 3, Bac plus 4 idéalement, ou alors avec une expérience professionnelle de plusieurs années. Et en moyenne, le public que nous recevons a autour de 35 à 40 ans. Ce sont des personnes qui veulent intégrer la ludopédagogie ou le jeu ou les dispositifs gamifiés dans des domaines comme la santé, l'éducation, la formation, hygiène, sécurité, l'administration, l'événementiel, ou alors ce sont aussi des porteurs de projets ou de futurs créateurs d'entreprises. Un grand merci Julien pour l'accueil et pour cet échange que nous interrompons puisque nous arrivons au terme du podcast. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Cet épisode, comme tous ceux qui l'ont précédé, sont à retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Avec toute l'équipe du C2RP, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.